Bonjour, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de l'ICFD sur le reportage des crises mondiales. Quel plaisir de vous accueillir au webinaire de lancement de la conférence mondiale pour amplifier la portée des informations fiables. Une conférence dénommée en anglais Empowering the Truth Global Summit. C'est une initiative du Centre international pour les journalistes ICFD basé à Washington. Une initiative sur 3 ans pour combattre les fausses informations dangereuses. Elle a pour but de développer chez les journalistes des méthodes et des compétences créatives pour rendre virales les bonnes informations, pour faire monter l'impact et la portée du contenu factuel et s'assurer que finalement que la vérité l'emporte sur la désinformation qui sape la confiance dans le journalisme à travers le monde. Cette initiative mondiale se fera à travers des formations en ligne qui auront lieu tous les jeudis du mois de mars. Donc, chaque jeudi du mois de mars, nous vous invitons à faire une pause dans vos activités pour vous concentrer pendant quelques heures sur comment désarmer la désinformation. Pourquoi désarmer la désinformation? Parce qu'elle a pour but d'induire en erreur, de manipuler, de mentir, d'influencer l'opinion en partageant une fausse information destinée à tromper. Et en matière de désinformation, la personne qui diffuse l'information sait qu'elle est fausse. Donc, c'est un acte délibéré et intentionnellement malveillant. C'est un phénomène qui s'est accentué avec l'avènement des nouvelles technologies, du numérique et de l'Internet. Et aujourd'hui, c'est une affaire de gros sous. C'est un service que s'offrent aussi bien des États, des lobbies, des multinationales et des partis politiques, mais pas que. C'est un problème endémique qui peut avoir des conséquences terribles, voire mortelles. La lutte contre la désinformation nécessite donc de bonnes techniques, des compétences mais aussi une stratégie intelligente. Ces compétences seront partagées au cours de cette conférence soutenue par la Fondation Script Award. Elle est ouverte aux journalistes, aux vérificateurs des faits, aux enseignants, aux étudiants, aux chercheurs, aux développeurs et à toutes les personnes, tous les acteurs qui luttent contre la désinformation à travers le monde. En mars, nous aurons 5 sessions de formation et ceux et celles qui assisteront à au moins 3 des 5 sessions pourront bénéficier d'une subvention pour financer leur propre projet de lutte contre la désinformation. Les annonces de bourse se feront en mars. Attention, ce que nous attendons, ce ne sont pas des projets de fact-checking, mais plutôt des projets qui luttent contre la désinformation, des projets qui aident les contenus factuels à devenir viraux, des projets qui portent des stratégies innovantes capables de combattre les mensonges dangereux, des projets qui offrent des moyens plus intelligents et plus créatifs de diffuser les faits. Donc, nous pourrons obtenir ces financements que des projets qui ont pour but ou pour objectif de présenter et partager des contenus factuels pour qu'ils deviennent viraux et l'emportent sur la désinformation. Donc, ce n'est pas faire un travail de fact-checking, mais arriver avec des informations factuelles, des faits vérifiés à atteindre une grande audience. Alors, c'est quoi la désinformation? De quoi s'alimente la désinformation? Comment se propage-t-elle? Quelle est l'anatomie du contenu viral? Comment pouvons-nous rendre la vérité virale? Quels sont les moyens qu'utilisent ceux qui se cachent derrière les campagnes de désinformation et comment ces campagnes sont menées? Ces questions seront discutées avec nos invités qui vous aideront à comprendre l'anatomie de la viralité. Merci d'accueillir avec moi M. Guillaume Brossard, les fondateur du site Hoaxbuster, un site qui démonte les hoax et les rumeurs en circulation sur le web francophone. Guillaume a plus de 20 ans d'expérience dans le fact-checking, dans la lutte contre la désinformation, le complotisme et le mélangisme. Son site est l'une des premières plateformes collaboratives de lutte contre la désinformation. Monsieur Brossard conseille souvent de prendre du recul par rapport à l'info. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un lot. C'est mon son de lui. Et dès lors qu'elle contient du faux, alors votre info n'en est pas une. Bonjour, Monsieur Brossard, et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette session.
Bonjour, et c'est avec plaisir que j'ai répondu à cette demande, et je suis enchanté de pouvoir discuter avec vous autour des sujets de la désinformation et des fake news et tout le monde aujourd'hui envahi de ces phénomènes-là. Qu'est-ce que ça fait d'être l'un des pionniers en matière de lutte contre la désinformation? À l'époque, dans les années 2000, beaucoup ne voyaient pas l'ampleur de la désinformation. Je ne sais pas si on Absolument. vous a qualifié de visionnaire ou qu'est-ce que ça fait en 2022, en 2023, quand le débat devient encore plus prégnant. Actuellement, se tient à Paris, Internet for Truck de l'UNESCO. Ça montre l'ampleur que revêt ce phénomène aujourd'hui. Mais vous, il y a plus de 20 ans, Monsieur Brossard, vous voyez déjà ce que ça va devenir. Oui, alors, pour être très franc, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, justement. Quand on a créé Oxbuster, c'est-à-dire en 2020, en 2000, pardon, mars 2000, on pensait que ça durerait quelques mois, quoi, le temps que les internautes acquièrent des réflexes de vérification de l'information. On comprenait que Internet était une source inépuisable d'informations, et ça nous paraissait important de pointer du doigt vers quelle source il fallait aller s'abreuver, plutôt que de se laisser intoxiquer par des sources déjà polluées, quoi. Et l'idée de base, c'était d'aider les internautes à se dépatouiller de tout ça, et de leur montrer les bons réflexes, et aussi de co-construire cette ressource qui est devenue Oxbuster, en leur demandant de nous amener eux-mêmes leurs sources, qui étaient après revérifiées. Hem, mais on pensait que ça durerait quoi? Voilà, 6 mois, 1 an, 5 ans grand maximum. Le fait est qu'au début, alors évidemment, aucun média n'a voulu nous suivre, ni aucun pouvoir public d'ailleurs, ni personne. Donc on a monté ça tout seul, convaincu qu'il y avait, que c'était une initiative intéressante, mais personne n'y a cru. Et force est de constater que les médias, eux, ont plutôt pris du mauvais côté tout le phénomène de la désinformation sur le web, des théories du complot qui commençaient déjà à grandir sur internet, et tous ces côtés un peu obscurs de l'information. Vraiment personne n'y croyait, et nous voit donc les gens, enfin, tout le monde médiatique et politique et financier nous voyait plutôt d'un très mauvais œil, et même d'un œil, pour pas dire un œil méprisant. Voilà, on a Est-ce que continué. est-ce que vos Allez-y. collègues de l'époque vous ont finalement dit, Brossard, finalement, c'est vous qui aviez raison? Alors oui, les médias se sont grandement révisés par là-dessus. Puis d'ailleurs, ils ont lancé eux-mêmes Ah, leur propre cellule de fact-checking et de lutte contre la désinformation, mais c'est venu bien des années plus tard, parce que je crois que le premier média à avoir lancé sa cellule de désinformation, en France, hein, je parle en France évidemment, je crois que c'est Libé, et c'est arrivé beaucoup plus tard, enfin aux environs de 2005, quoi. Donc déjà plusieurs années après, et c'est devenu un vrai sujet de société encore bien après l'éclosion des réseaux sociaux. Je pense qu'on en reparlera ah. de cette comment dire, de cette responsabilité des plateformes sociales dans la diffusion de la désinformation. En 2000, quand on s'est créé, il n'y avait pas tout ça, hein. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Snapchat, et encore moins TikTok, évidemment. Euh, il n'y avait que le web. Donc la désinformation, c'était un phénomène vraiment un peu larvaire, qui se diffusait par les emails, via les forums, sur des blogs, mais ça restait quand même assez facile déjà à démonter. Et puis, même si on voyait bien que les gens avaient quand même du mal à prendre les initiatives de lutte contre la désinformation au sérieux, c'était quand même à cette époque-là, assez facile de devenir un spécialiste, entre guillemets, de la lutte contre la désinformation. Je pense Moi, que nous allons revenir et en oui, discuter pas plus de souci. amplement. L'occasion de présenter notre second invité, M. Sami Moufouni. Il est le directeur général de Congo Tchèque. Congo Tchèque, c'est le premier média spécialisé en fact-checking en République démocratique du Congo. Un média lancé pour lutter contre la désinformation. Sami est lauréat de plusieurs prix. Il a travaillé avec la Deutsche Welle et l'agence de presse allemande DPA. Monsieur Sami est également promoteur de plusieurs médias de radio en RDC. Bonjour, Monsieur Moufouni, et merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Kossi, et c'est un très grand plaisir d'être avec vous, parler des fausses nouvelles.
ces sujets très intéressants. Et félicitations pour le projet Empowering the Truth, qui est un projet très intéressant. Et ce sera donc un plaisir de discuter de ces sujets ensemble. Monsieur Moufouni, cette année, Congo Tchèque fête 5 ans, c'est bien ça? Bien sûr, Congo Tchèque a été lancé en 2018 et on est en 2023 déjà, donc 5 ans et on s'est étendu à 3 pays. On est actuellement en RCA et au Congo-Brazzaville, donc on est en train de grandir, quoi. Intéressant. Monsieur Guillaume, je commence par vous. Pouvez-vous nous expliquer comment se propage la désinformation? La désinformation, elle a plusieurs origines et plusieurs canaux de diffusion. Et la première chose qu'il faut comprendre dans le cadre de la désinformation, c'est qu'elle s'appuie toujours sur de la méconnaissance. C'est-à-dire qu'on peut désinformer quelqu'un qui n'est pas au courant d'un sujet. Sous couvert de lui apporter un éclairage particulier, on va tenter de le désinformer en lui amenant justement quelque chose de faux, une fausse réalité qui vise à déformer sa perception des choses et donc à manipuler à terme l'opinion publique. Alors évidemment, la désinformation, elle n'est pas apparue avec Internet, elle existe depuis que l'homme communique, mais Internet a en fait engendré une espèce de caisse de résonance qui fait d'une part que la désinformation circule beaucoup plus vite et on voit que les moyens actuels qui sont mis autour de la désinformation sont aussi importants, voire nettement plus importants que ceux dont dispose l'information. On pourra en rediscuter un peu plus tard. Alors ça a permis cette caisse de résonance, déjà l'apparition d'Internet, qui a une abolition à la fois temporelle mais aussi spatiale, c'est-à-dire que l'information circule à la vitesse de l'Internet, c'est-à-dire à la vitesse de l'électricité en gros, et elle ne connaît aucune frontière. Avant, la rumeur ou la désinformation prenait énormément de temps à parcourir ne serait-ce que des kilomètres, parce que la tradition orale faisait que ça mettait du temps à se transmettre. Aujourd'hui, j'ai plus qu'à cliquer sur entrée ou utiliser mon portable et envoyer des messages pour désinformer dans la partie du monde de mon choix. Alors bon, voilà, le canal principal de diffusion des informations aujourd'hui, c'est Internet de manière générale et les réseaux sociaux de manière plus précise. Tous les réseaux sociaux sont impactés et c'est comme ça que vont agir les agences de désinformation, puisqu'on peut parler d'agences de désinformation aujourd'hui. Pour donner deux exemples relativement récents, de relativement récent à récent, je citerai l'affaire Cambridge Analytica qui s'est appuyée sur Facebook et notamment les profils des gens inscrits sur Facebook. Ils ont aspiré des dizaines de millions de profils Facebook. Ils ont tiré une cartographie politique, idéologique et de sensibilité des personnes en question pour après proposer leurs services à qui voulait bien les acheter. On sait qu'ils sont intervenus dans la campagne de Trump, par exemple, en 2016, pour désinformer les profils qu'ils pensaient pouvoir faire basculer une élection. Alors, il semblerait qu'ils aient été aussi actifs dans le cadre du Brexit, donc quand le Royaume-Uni, quand l'Angleterre a quitté l'Europe. Sur ce vote du Brexit, il semblerait que Cambridge Analytica ait eu une certaine influence. Et évidemment, dans l'élection de Trump, où là, ça a été prouvé que Cambridge Analytica avait manipulé les opinions, donc désinformé les opinions, dans le but de faire passer Trump, de faire élire Donald Trump. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qui vient d'être révélé il y a quelques jours, c'est l'affaire des Story Killers, avec une société israélienne au milieu de tout ça, qui s'appelle Percepto International, me semble-t-il, qui, elle, est capable... Comment? La Team George. Oui, voilà, c'est ça. Qui, elle, est capable mais qui a pignon sur rue. Tout le monde peut voir leur site. Leur site est en ligne. Ils ont des profils YouTube, profil Facebook, profil Twitter. Ils sont tout à fait une façade de transparence tout à fait légitime. Et puis derrière, dans l'arrière-boutique, finalement, sous couvert de lutte contre la désinformation et les théories du complot, finalement, ils promettent
à qui veut bien les acheter d'influer sur ce que vous voulez en fait. Et comment ils font? Alors ils ont créé depuis déjà des années, et ça fait très longtemps qu'ils sont en ligne, une grosse dizaine d'années je pense. Ils ont créé depuis tout ce temps des dizaines de milliers de profils qui sont tout à fait légitimes, qui paraissent tout à fait légitimes, y compris avec des faux journalistes, en gros, journalistes d'investigation, qui ont un historique, donc des publications très fréquentes. Le média qui sont censés représenter, lui, n'existe pas. Leur profil, la personne derrière, il n'y a personne, c'est juste l'entreprise derrière qui manipule entièrement l'information. Et ces gens-là, ces faux profils-là, peuvent être activés sur demande pour influencer telle ou telle partie de l'opinion via des canaux tout à fait légitimes. En France, on sait ils sont intervenus sur l'antenne de BFM TV, qui est une grande chaîne d'infos en continu. Ils sont intervenus aussi dans le journal Valeurs Actuelles, a priori. Et puis, ils peuvent à tout moment intervenir en lançant des dizaines de milliers de messages sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour venir influer et influencer les opinions publiques. Donc aujourd'hui, c'est à mon avis le plus grand danger, c'est ça, c'est qu'on n'est plus sur de la désinformation à l'échelle individuelle où la personne qui désinforme a envie d'influencer son cercle d'amis ou de proches. On est sur une guerre de la désinformation à l'échelle internationale avec des moyens colossaux puisque les transactions se font en dizaines de millions de dollars. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Monsieur Moufouni, pour vous qui êtes en Afrique francophone, comment se propage la désinformation? Est-ce que c'est toujours le même schéma que celui décrit par M. Boursa? Il faut dire qu'il y a des petites différences, mais en fait, c'est pareil. La désinformation, les fausses nouvelles en général, existent depuis longtemps, comme l'a dit Guillaume. Et avant, c'était par plusieurs canaux. Je peux citer la transmission des bouche à l'oreille, par exemple, dans des journaux. Mais actuellement, il n'y a aucun doute que les principales canaux, c'est les réseaux sociaux. Même si en Afrique, ça quitte la sphère de l'Internet pour après se propager une fois de plus des bouches à l'oreille, parce que ce n'est pas tout le monde qui est connecté à Internet, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux. Mais il faut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans la dissémination des fausses nouvelles en Afrique également. Et donc, il n'y a pas beaucoup de différence qu'ailleurs. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques exemples de désinformation que vous avez eu à traiter au sein du Congo tchèque? Ouais, en fait, Congo tchèque a été lancé dans un contexte des élections. Et on croyait déjà que ça allait se limiter par là, donc traiter des fausses nouvelles liées aux élections. Mais après, il y a eu une épidémie d'Ebola qui est arrivée. Donc, avant, on luttait contre les fausses nouvelles liées aux élections. Et après, il y a eu une épidémie d'Ebola qui a surgi en RDC, donc dans la région de Béni, Nord Kivu. On s'est mis dessus, on a commencé à lutter contre les fausses nouvelles liées à cette épidémie-là. Et par là, je voulais souligner les dangers que représentent les fausses nouvelles dans les domaines de la santé ou en général, quoi. On a assisté à des tueries, à des meurtres liés aux fausses nouvelles, causés par des fausses nouvelles. On a vu des médecins qui se sont fait attaquer, qui se sont fait tuer, des équipes sanitaires qui se sont fait attaquer, des centres de santé qui se sont fait incendier juste parce qu'il y a eu une fausse nouvelle qui circulait et qui diabolisait les personnels de santé. Et après, il y a eu Covid-19. On avait déjà un peu d'expérience dans la lutte contre les fausses nouvelles dans les domaines de santé. On s'est mis aussi dessus. Et après, on est en train de vivre une autre crise entre le Rwanda et la RDC. Il y a beaucoup de fausses nouvelles là-dessus.
on est encore déçu. Donc, voilà. Monsieur Brossa, est-ce qu'il y a des contextes propices pour générer des rumeurs ou des contextes propices à l'émergence de la circulation des fausses nouvelles? Oui, je crois que Samy l'a dit. Tout ce qui est du domaine, on le voit depuis ces dernières années, hein, c'est prégnant avec le Covid notamment, tout ce qui est du domaine de la maladie, de la santé, autour de la santé, c'est extrêmement propice à la désinformation. Donc là-dessus, évidemment, les désinformateurs vont aller sur ce terrain-là. Mais au-delà de ça, tout ce qui peut générer de l'émotion, tous les événements qui génèrent de l'émotion et une émotion, on va dire, publique, va entraîner tout un flot de désinformation. En gros, le fact-checking, lui, il doit essayer de rester froid, neutre, objectif. La désinformation, elle, au contraire, va appuyer sur les ressorts émotionnels qui sont systématiquement toujours les mêmes. Hein. C'est la colère, la tristesse, le fait qu'on ne croit pas dans les informations données par les pouvoirs publics en place. La guerre, évidemment, va générer un lot et potentiellement porteuse d'énormément de désinformation. Bref, tout ce qui génère de l'émotion dans le public va être accompagné de désinformation systématiquement, et en tout cas, un véritable vecteur de désinformation. Mais comment la reconnaître? Comment reconnaître la désinformation, M. Brossa? Eh ben, c'est assez simple en fait. Enfin, la reconnaître est assez compliqué. En revanche, il faut se poser la question dès qu'un message est porteur justement d'une émotion, au-delà de l'information qu'il délivre, dès qu'il est porteur d'une émotion, dès il veut chercher à générer une émotion, c'est probablement qu'il y a un problème quelque part et qu'il va falloir aller chercher un peu plus loin pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière ce message. Donc là, on va aller vérifier les sources, on va aller vérifier qui est le messager, qui porte ce message et quel est son intérêt à le faire venir vers moi. Mais voilà, dès qu'on voit un message qui est porteur d'une émotion, il faut généralement s'en méfier. Est-ce qu'une information qui est largement partagée aussi est forcément une fausse information? Parfois, Monsieur Samy, je vous pose cette question. On a l'habitude sur WhatsApp de voir ces genres de messages. On vous demande de partager à vos amis, à vos proches, de partager un certain nombre de fois. Est-ce que c'est l'un des critères pour reconnaître la désinformation? Déjà, il faut dire que les fausses nouvelles, les contenus faux, ont la particularité d'être viral sur les réseaux sociaux. Et justement, comme tu l'as dit, des messages, des publications accompagnées de urgents, n'hésite pas à les partager, partage à tous les membres des familles. Souvent, ça suscite des doutes. Et, mais on ne dit pas qu'on va pas dire que toute publication virale ou qui est largement partagée est carrément une fausse nouvelle. Mais elles ont quand même cette particularité-là, ces caractères viral, les fausses nouvelles. J'ai une question particulièrement pour Monsieur Boursard. Lorsque les fausses informations sont partagées, il se trouve que certains sont convaincus de leur véracité. Et vous disiez dans une interview qu'on n'arrivera jamais à convaincre les gens du contraire de ce qu'ils pensent, que ça ne va pas changer. Cela voudrait dire que les efforts pour combattre ce phénomène ont peu de chances d'aboutir. Non, non, parce que globalement, il faut chercher à parler. Quand on parle à quelqu'un qui désinforme, quand on s'adresse à quelqu'un qui désinforme, c'est pas lui qu'on va convaincre, c'est ceux qui sont susceptibles de l'écouter. Donc, qui n'ont pas encore basculé du côté obscur de la désinformation. Il faut jamais s'avouer vaincu, même si le combat, je pense, pour le moment, est assez inégal du fait de la viralité par définition, par nature même de la désinformation, au contraire du fact-checking ou de l'information, qui est un peu plus austère. Et c'est très compliqué finalement de débunker une fausse information. Ça prend du temps. Les gens ne croient pas déjà de base. Et il va falloir aller vraiment dans le détail pour prouver
que ce qu'on dit est vrai. C'est assez paradoxal, mais c'est ça la réalité. Ceci dit, le combat n'est pas perdu d'avance, loin de là, puisqu'en gros, quand même, la majorité des gens ne croient pas, ne se laissent pas embobiner par la désinformation. Ça reste une minorité de personnes qui croient fondamentalement à ce que véhicule la désinformation. On va dire il y a une masse qui ne sait pas vraiment, qui oscille entre les deux, et c'est à cette masse-là qu'il faut s'adresser. Et c'est évidemment extrêmement important de ne pas laisser le terrain aux désinformateurs. On n'a pas le choix, en gros. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les fausses informations sont abondamment relayées comparativement aux bonnes informations, aux informations fiables. Mais comment renverser cette tendance? Comment faire en sorte que les faits factuels aussi deviennent viraux? Je ne sais pas si la question s'adresse à moi. Il faut éviter de tomber dans les mêmes travers que la désinformation. C'est-à-dire que la désinformation, je l'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur le ressort de l'émotion. L'émotion, c'est le contraire de la raison. Et le fact-checking, par définition, il doit être raisonné. Donc, il ne peut pas jouer sur l'émotion. Donc, il a forcément un caractère viral un potentiel viral beaucoup moins important que la désinformation. Je crois que l'élément sur lequel il faut essayer d'appuyer, c'est sur la bonne volonté des personnes et les embarquer finalement dans la lutte. Il faut faire comprendre aux gens qu'ils ont autant intérêt, ils ont aucun intérêt à être désinformés. Dans tous les cas, la désinformation n'amène rien de bon. Ça n'est jamais arrivé nulle part dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive à quelque chose de mieux par la désinformation que par l'information. Donc c'est ça qu'il faut, c'est par l'éducation évidemment qu'on peut y arriver, hein, en éduquant dès le plus jeune âge à l'esprit critique, à la vérification de l'information et surtout à, entre guillemets, porter la bonne parole, quoi. C'est-à-dire encourager les gens à diffuser le message de la vérification de l'information plutôt que celui de l'émotion qui ne peut amener que droit dans le mur, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Mais le combat est loin d'être gagné. Monsieur Moufouni, comment gagner ce débat contre la désinformation? Ouais, comme le disait Guillaume, en fait, c'est par l'éducation. Le moyen le plus efficace pour moi, c'est l'éducation aux médias parce que cela réduit. Il faut savoir que les fausses nouvelles deviennent virales, c'est parce qu'il y a des gens qui les partagent. Et dans la plupart des cas, les gens qui partagent eux, ils ne sont pas conscients que qu'il s'agit de fausses nouvelles. Ils croient pouvoir aider les proches, ils croient pouvoir informer les proches, leur communauté, sans savoir qui dissémine des fausses nouvelles. Donc, grâce à l'éducation aux médias, on va réduire le nombre d'utilisateurs qui susceptibles de partager des fausses nouvelles. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je dirais aussi que le journaliste en Afrique, par exemple, beaucoup de médias beaucoup de médias ne sont pas très présents sous les réseaux sociaux, sur Internet, les radios, les télévisions, et cela laisse place aux diffuseurs des fausses nouvelles parce que les gens ont besoin de s'informer insatiablement quoi, sur les réseaux sociaux. Et donc, quand il n'y a pas de journalistes, quand il n'y a pas de médias pour les informer, les gens qui profitent pour partager, ils profitent assez vite pour partager des fausses nouvelles et le public, les utilisateurs consomment. Donc, il faudra que les médias soient aussi présents, très présents sur les réseaux sociaux pour partager leur contenu là-bas, leur contenu vrai, évidemment. Voilà. Nous avons une question qui nous vient d'un participant. Comment démystifier les fausses informations qui se cachent derrière la tradition ou la coutume?
plus pour Samy, je présume, la question. Oui, Samy. Il y a une question d'un participant qui veut savoir comment démythifier les fausses informations. On sait qu'en Afrique, il y a des croyances qui sont répandues et qui sont difficilement attaquables et que des gens prennent comme ça. C'est comme ça que ça se fait depuis bien des années. Et la question du confrère, c'est de savoir comment démythifier ces fausses informations-là qui se cachent derrière la tradition ou la coutume pour justifier un certain nombre de faits. Je peux prendre par exemple les désinformations qui circulent sur, je prends juste un cas banal, le cas de l'extinction par exemple, on a toujours dit que, bon voilà, mais comment combattre ce type de désinformation? Je crois que parmi les astuces des luttes contre la désinformation, il y a pas que ça, il y a d'autres coutumes qui font croire que les femmes ne peuvent pas consommer des œufs. Donc, et si elles consomment des œufs, c'est très dangereux. Et donc, pour lutter contre ces genres de désinformation, c'est mieux de faire recours aux experts, faire recours aux experts qui vont nous partager les faits, les études, les résultats des études déjà menées sur la question et après disséminer les résultats de ces recherches, quoi. Voilà. Monsieur Broussard, toujours une question d'un participant qui demande quelle est la différence entre la rumeur et la désinformation? C'est simple, la rumeur peut être vraie. On peut diffuser une vraie rumeur, auquel cas c'est une information. Alors une information qui n'est pas officielle puisque c'est du domaine de la rumeur. Alors, la rumeur, c'est l'équivalent du bouche à oreille, hein. Je dis que je pense, que je crois que quelqu'un a fait telle ou telle chose. Ça peut tout à fait être réel. La désinformation, par définition, elle est fausse. Donc voilà la différence principale. Après, et je pense que la désinformation, elle a un but, il y a une question de nocivité derrière. On va essayer de manipuler l'opinion ou la personne face à nous. Alors que la rumeur, non, il n'y a pas forcément cette notion-là. C'est généralement même pas le cas, c'est-à-dire qu'on croit quelque chose. Je pense que nous avons perdu un petit moment, monsieur Broussard. Est-ce que, monsieur Moufouni, vous voulez répondre à la question qui demande de savoir quelle est la différence entre la rumeur et la désinformation? Évidemment, comme le disait Guillaume, la rumeur, c'est un contenu qui n'est pas encore vérifié. Et après vérification, on peut arriver à, il peut s'avérer vrai ou le contraire. Mais la désinformation, c'est une fausse nouvelle qui a pour but de nuire, qui est conçue spécifiquement pour nuire ou pour manipuler, pour un objectif spécifique, quoi. Donc, s'il faut que j'ajoute un autre concept, la mésinformation. La mésinformation, c'est le genre de contenu partagé sans intention de nuire, mais c'est aussi quand même des fausses nouvelles. Donc, on partage par ignorance, comme je le disais avant, on partage par ignorance. On ne sait pas si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une vraie nouvelle ou une fausse nouvelle, mais on partage quand même et sans savoir que c'est une fausse nouvelle. Donc, voilà. Monsieur Moufouni, quels sont les outils de propagande des fausses informations? Je veux dire, par exemple, pour les confrères, je veux dire, africains, donc, quels sont les canaux via lesquels se propagent beaucoup de désinformations? Pour quelqu'un, par exemple, qui veut s'attaquer à la désinformation en Afrique, que ça circule beaucoup plus sur TikTok, beaucoup plus sur WhatsApp, beaucoup plus alors, sur Facebook, sur Twitter, quels sont les canaux via lesquels se propage beaucoup plus la désinformation en Afrique? Il faut dire alors qu'il n'y a pas encore d'études comparatives, mais Facebook, c'est le réseau social les plus utilisés, qu'il soit au monde ou en RDC. Donc, c'est par là que se disséminent le plus souvent les fausses nouvelles. Et donc, s'il faut attaquer les fausses nouvelles par le même canal,
il faut utiliser Facebook. Et on voit actuellement Twitter où il y a actuellement une montée des fausses nouvelles, mais il faut dire que Facebook reste en tête, reste au top parmi les plateformes sous lesquelles sont disséminées les fausses nouvelles. Lorsque vous êtes en face d'une fausse nouvelle, Monsieur Mofuni, comment faites-vous pour rétablir la vérité? Ah, Monsieur Boursard est de retour. Oui, alors chez moi, ça n'a pas coupé, hein, mais Ah bon, on vous a perdu un moment. je sais pas. Oui, peut-être ma connexion n'est pas suffisamment bonne. Peut-être que c'est la bonne façon. Sinon, c'est heureux de vous revoir quand même. Je demandais justement à M. Moufouni quels sont les outils de propagande des fausses nouvelles. L'objectif, quand on veut, par exemple, que les Oui, journalistes s'attaquent, quand on veut que les journalistes s'attaquent à la désinformation ou aux fausses nouvelles et essayent de la combattre, sur quelle plateforme se diffuse le plus abondamment la désinformation? Alors, je crois que Samy a répondu, hein, c'est pareil en France. Facebook a quand même une proéminence de par le nombre d'utilisateurs concernés et aussi peut-être l'âge des utilisateurs de Facebook. En France, il y a un vrai souci avec ça, c'est que plus les gens sont âgés, en gros, plus ils vont être ils sont potentiellement sensibles à la désinformation. Donc, moins l'habitude des jeunes. Les jeunes ont beaucoup plus l'habitude aussi d'utiliser les technologies numériques. Donc, ils sont nés avec. Donc, ils sont beaucoup moins finalement perméables à tout ce qui est désinformation. Vous m'entendez? Oui, nous Ouais. entendons parfaitement bien. Et après, bien entendu, alors, oui, Twitter a aussi un rôle très, très important dans le cadre de la désinformation, mais il touche un peu d'autres pour interagir avec tout de suite un grand nombre de personnes de par l'utilisation des groupes ou des pages d'intervention sur les groupes ou les pages. Ça permet de manipuler assez facilement un grand nombre de personnes qui vont répercuter la désinformation. Twitter, c'est plus de l'influence à petite échelle, mais qui peut paradoxalement encore plus infuser dans la population dans la mesure où c'est plus on peut assez facilement toucher des influenceurs sur Twitter. Sur Facebook, c'est plus compliqué. Et puis, on voit, nous, en tout cas, ici en France, on constate l'émergence de TikTok, où là, il y a de plus en plus des informations qui circulent. Et là, les profils les plus jeunes sont particulièrement visés par cette plateforme-là. Ouais. Ça, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Ça répond à la question. Il y a parfait. TikTok, il y a aussi, vous avez mentionné au début de de cette présentation, aussi les forums, au début des années 2000, Ça, et même c'était les forums. avant l'explosion des réseaux sociaux, oui. Avant l'explosion des réseaux sociaux. Maintenant, la question, elle revient toujours, comment rendre la vérité virale? Comment s'assurer encore que est-ce qu'il y a un moyen pour que les bonnes informations aussi puissent concurrencer la désinformation et arriver à atteindre un maximum de public comme le fait la désinformation? Est-ce qu'il y a des moyens, M. Moufouni ou M. Boussa, à activer dans tout? Je peux commencer. Vas-y. Alors, comme je le disais, il faudra que les journalistes ou les médias renforcent leur présence sur toutes ces plateformes, comme l'a cité Guillaume, donc que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou toutes les autres plateformes, parce qu'on voit actuellement, on est en train de constater la montée en flèche de TikTok. Donc, il faut être présent même là-bas. Instagram, toutes ces plateformes, et donc espérer pouvoir efficacement disséminer ou diffuser des contenus vrais. Et il y a aussi le rôle qui joue l'éducation en médias et aussi le rôle des plateformes elles-mêmes, les réseaux sociaux eux-mêmes. On est en train de voir Facebook, par exemple, qui a lancé un programme de fact-checking, donc vise à diminuer la viralité des fausses nouvelles sur
sur sa plateforme. Ça, c'est une responsabilité propre au réseau social. Si les autres réseaux sociaux font des mêmes, je crois que ça va diminuer la dissémination des fausses nouvelles. Nous avons une question de Victoire. Y a-t-il un moyen concret de convaincre les personnes qui sont tombées dans le conspirationnisme que les informations sur lesquelles elles se basent sont fausses? Ou est-ce une catégorie d'auditeurs irrécupérables? Je reprends la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moyen concret de convaincre les personnes qui sont tombées dans le conspirationnisme que les informations sur lesquelles elles se basent sont fausses? Ou est-ce une catégorie d'auditeurs irrécupérables? Là-dessus, il y a des études qui ont été faites par rapport au conspirationnisme, justement, et aux théories du complot. Quelqu'un qui tombe dedans, il est considéré que c'est quelqu'un qui est... il va falloir déradicaliser quelque chose, quelque part. C'est un peu du même phénomène que tout ce qui est autour des phénomènes de radicalisation et voire sectaire. Quelqu'un qui tombe dans une secte et qui se met à croire aux théories de la secte, ça va être extrêmement compliqué de le ramener à la réalité, quelque part. Donc, c'est pas perdu, mais c'est pas en lui opposant des arguments factuels et en quelque sorte la réalité que ça va le faire revenir comme ça. C'est un travail sur des années et c'est à lui de prendre conscience quelque part par un biais, quel qu'il soit. Il faut essayer et remettre sans cesse sur l'ouvrage, le travail commencé. Il n'y a pas de vraie solution, si ce n'est du dialogue et extrêmement de temps. Mais bon, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Effectivement, c'est très compliqué et c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter, mais en amont, quoi. Une fois que la personne elle est convaincue, c'est extrêmement difficile de la ramener en arrière. Hélas. Une autre question d'un confrère. Question à tous les deux panélistes. Selon vous, entre les réseaux sociaux et les médias classiques, lequel fait le plus dans la désinformation? Autrement dit, y a-t-il plus de désinformation ou de fausses infos dans les colonnes des médias classiques que dans les réseaux sociaux? Samy peut répondre peut-être. Samy, je reprends la question pour vous. Un participant qui voudrait savoir, pour vous, entre les réseaux sociaux et les médias classiques, lequel fait le plus dans la désinformation? Il faut dire que c'est les réseaux sociaux, clairement, parce que sous les réseaux sociaux, il n'y a pas, les journalistes n'ont pas le monopole d'informer. Tout le monde peut informer, peu importe le profil qu'il a et peu importe ses objectifs. Donc, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'il y a des fausses nouvelles qui sur les médias traditionnels, parce que les médias traditionnels, eux, ils ont l'objectif d'informer. Ils n'ont jamais eu l'objectif de... ça peut arriver, mais ils n'ont pas l'objectif de désinformer, quoi. Une autre question. Je suis Ignace en Côte d'Ivoire. Désinformer, comme Guillaume l'a évoqué, c'est une question que je lis, une intervention dans la boîte de discussion. Désinformer, comme Guillaume l'a évoqué, c'est utiliser des techniques de communication visant à tromper l'opinion publique pour protéger des intérêts ou l'influencer. Que pouvons-nous retenir de la guerre des médias interposée dans le traitement de la crise russo-ukrainienne? Comment rendre la vérité virale dans la communication publique de cette crise? C'est extrêmement compliqué parce que par définition, on a tendance à prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Et effectivement, les deux camps vont essayer d'utiliser de la propagande et donc la désinformation pour faire pencher la balance informationnelle d'un côté ou de l'autre. On est tous biaisés par nos propres convictions. On le voit bien d'ailleurs dans la guerre informationnelle que se livrent les deux camps entre guillemets. Donc ça, c'est une question qui est vraiment pas simple à répondre. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse, j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. On observe, on est vraiment au cœur de
de ce qui se passe en ce moment entre ces deux nations. Évidemment, moi j'ai un avis personnel, mais et ça influence ma manière de percevoir. Déjà, savoir qu'on est influencé, c'est déjà pas mal. Savoir qu'on est influencé par nos propres biais, de ce qu'on a envie de croire ou pas, c'est déjà un grand pas de fait pour se laisser moins intoxiquer. Ensuite, si la question c'était comment lutter contre ça, alors là, on est sur une thématique qui est tellement récente finalement. La guerre russo-ukrainienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a 1 an. On est vraiment en plein milieu du phénomène et c'est bien compliqué de dire comment on peut lutter de manière efficace contre ça. Moi, j'ai pas la réponse. Monsieur Moufouni, un autre confrère qui demande comment faire face aux médias qui aujourd'hui, sur la base de leur modèle économique et de leur audience, contribuent à la diffusion des messages de désinformation. Des médias qui à la recherche de clics, de l'audience, publient des informations non fiables. Ouais, malheureusement, c'est vrai, c'est une réalité. Même si j'ai dit que les médias étaient censés donner les vraies informations au public, malheureusement, il y a actuellement des médias affiliés à des groupes et qui sont censés protéger les intérêts de ces groupes ou carrément juste, comme tu l'as dit, pour la recherche du gain à travers les clics, les nombres de vues, tout ça. Et donc, ces genres de médias, il faut tout d'abord les identifier. C'est la première étape, identifier ces genres de médias. Et si on fait un travail de fact-checking, pourquoi pas publier pour informer les autres de ces résultats-là et pour mettre les autres en garde et éviter carrément de croire à leur contenu. Monsieur Broussard, quels sont souvent les auteurs de la désinformation? Est-ce que c'est seulement les partis politiques, les institutions peut-être financières, des groupes armés, des États? Est-ce qu'il y a d'autres profils qui se cachent derrière les campagnes de désinformation? Alors, des campagnes de désinformation, non, là on a à peu près fait, enfin, vous avez à peu près fait le tour de ce qui est possible. Il y a d'énormes intérêts, on l'a vu tout à l'heure, il y a d'énormes intérêts financiers derrière maintenant. Donc c'est forcément des gens qui ont des moyens et des moyens colossaux pour utiliser les techniques de désinformation les plus avancées. Mais après, la désinformation, il ne faut pas oublier qu'elle transite essentiellement par des personnes comme nous, quoi, des gens lambda, et que personne n'est à l'abri d'avoir envie de croire à un message et donc à le diffuser et à participer soi-même à cette désinformation. Donc, je pense que si chacun d'entre nous, on prend conscience de ça, déjà, on fait un pas dans la lutte contre la désinformation. Donc, au-delà des profils précédemment cités, le profil restant, c'est l'individu, quoi. L'individu qui lui-même participe à la contamination de la désinformation. Je pense que nous avons exploré quand même cette thématique. Merci à tous les confrères et les consoeurs qui ont participé. Merci aussi à nos chers panélistes. Je vois qu'il y a énormément de questions dans la boîte de discussion. Actuellement, 37 questions. Nous avons répondu qu'à une dizaine. Je vous encourage, ces confrères, ou je vous invite plutôt à m'envoyer ces questions si vous avez la possibilité dans le groupe privé du forum, que ce soit dans notre groupe sur WhatsApp ou sur Facebook ou par mail. Je me ferai là tout plaisir là, de les envoyer aux panélistes qui, bien évidemment, vous enverront la réponse. Je tiens à souligner que ce webinaire, le webinaire de lancement de la conférence mondiale de l'ICFJ pour amplifier la portée des faits fiables, la portée des informations fiables. Et le 2 mars, nous aurons une première session de formation qui va porter sur comment rendre les formations virales sur les podcasts avec la responsable en chef du projet éditorial de RFI et France 24. Et la semaine qui suit, comment
écrire, quels sont les outils d'une écriture innovante, quelles sont les stratégies pour atteindre une grande audience. Nous aurons également une formation sur comment combattre la désinformation à travers les vidéos avec le responsable du Media Lab de l'AFP. Nous aurons également une session sur comment rendre la vérité virale. Nous allons revenir sur cette question qui nous est tellement importante. C'est important que le but de cette conférence aussi, c'est d'aider les journalistes aussi à rendre virales les bonnes informations. Nous aurons une session d'1 heure et demie pour en reparler. Et je rappelle aussi qu'à la fin du mois, au cours du mois de mars, nous lancerons des bourses pour financer les journalistes ou les créateurs de contenu qui ont des projets de lutte contre la désinformation. Donc, si vous avez un projet qui vise à lutter contre la désinformation, n'hésitez pas à soumettre votre projet, mais l'une des conditions, c'est de participer à au moins 3 de ces sessions. Nous voudrions que les journalistes qui postulent à ces projets-là puissent aussi bénéficier, par exemple, des expertises par exemple, de cette thématique sur lesquels nous allons organiser des formations. Ça peut être un projet de lutte contre la désinformation via les podcasts, via les vidéos ou peut-être via la création d'un site Internet, je ne sais pas. Ça dépend des candidats qui poursuivent. Merci infiniment d'avoir participé à cette session et je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi que vous soyez. Mais on ne peut partir sans dire merci encore une fois à M. Crossard et à M. Moufouni qui avait accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez une autre chose à ajouter avant qu'on ne close cette session. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Samy tout à l'heure en réponse à la question sur le degré de désinformation dans les médias au regard du degré de désinformation sur les réseaux sociaux. Je crois que derrière, j'imagine que derrière, il y avait une idée un peu de dire les médias sont les premiers désinformateurs. Ça me paraît être abusé, très franchement abusé. Les médias ont tous une ligne éditoriale, qu'elle soit politique ou autre, idéologique. Il y a une ligne éditoriale, elle est généralement parfaitement assumée par le média en question. Et donc, les gens qui reçoivent l'information, cette information, elle a une couleur, et cette couleur, elle est donnée par la ligne éditoriale en question. Donc ça, la ligne éditoriale est connue, donc on ne peut pas vraiment parler de désinformation. On peut éventuellement imaginer qu'il s'agit de mésinformation. En revanche, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de ligne éditoriale. Chacun peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et se dire de parler au nom de je ne sais quelle idéologie, alors qu'en réalité, on va dire complètement l'inverse. Tout est beaucoup plus flou sur les réseaux sociaux que l'information qui vient par les médias traditionnels. Et il me paraît important de remettre de la confiance aussi dans les médias traditionnels qui l'ont perdu, j'ai l'impression, au regard de la puissance maintenant des plateformes sociales, justement, et je trouve ça extrêmement dommage, d'où l'importance d'un journalisme d'objectivité et de vérification des faits. Voilà. Monsieur Moufouni, une dernière chose à ajouter avant qu'on termine. C'est tout bon pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kossi. Est-ce que je peux me permettre de répondre à une question pour conclure? J'ai lu une question dans les chats. Merci. Donc, la question voulait, c'est de savoir comment un média peut regagner la confiance ou la crédibilité après d'avoir démenti une information que le média avait diffusée. Donc, si un média diffuse une information inexacte, à vérifier ou après avoir reçu des informations supplémentaires qui prouvent l'inexactitude de l'information diffusée et que le média avoue que c'était une erreur et donne la vraie information, ça, au lieu de classer le média parmi les médias non crédibles, ça fait de ces médias un média crédible. Donc, ça prouve que c'est un média qui mérite notre confiance, quoi.
Et pour conclure, merci beaucoup pour cette initiative, discuter de ces sujets importants qui est la désinformation et les fausses nouvelles en général. Et donc, beaucoup de courage et j'espère qu'on va avoir beaucoup d'autres occasions d'en parler. Merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie d'avoir participé encore une fois à cette fascinante, intéressante session. Merci encore nous venons de passer 1 heure, au lieu de 45 minutes initialement prévues. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir. Merci.